Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Droz. Il est CEO et cofondateur de Bubble Maps. Comment tu vas, Arnaud ? Ça va très bien, merci Romain, merci pour l'invitation, ça fait énormément plaisir. Je te suis déjà depuis quelques mois sur tes différents podcasts et y être présent aujourd'hui avec toi, ça me touche. Merci beaucoup. Bah écoute, un grand merci à toi. Surtout, je suis très heureux qu'on puisse faire cet épisode ensemble. Et écoute, comme d'habitude, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir le Web3 ? Alors, donc juste avant, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Arnaud, j'ai 33 ans, j'ai eu un background classique, j'ai fait une école d'ingé sur Paris. Et juste avant la dernière année, il y avait la possibilité de faire différents choix pour partir à l'étranger. Et je me suis retrouvé justement en Inde pour faire un double diplôme. J'avais une formation dans la finance des énergies. Et ça a été un peu un parcours assez atypique, mais qui a été vraiment riche d'enseignements. Donc j'ai eu l'occasion de partir vraiment dans le nord, à Dehradun, dans une université qui s'appelait UPES. Et quand tu passes un an en Inde, tu ressors toujours un peu différent. Et ensuite, donc à la suite de ça, je suis rentré sur Paris. J'ai travaillé pendant un an à MBDA, qui était une société qui travaillait dans l'armement. C'est là où j'ai rencontré mon associé Nicolas. On bossait sur tout ce qui était l'électronique et sur les shields, sur les écrans de protection au sein des fils qui étaient à l'intérieur. Bon, c'était très niche, très spécifique, très cloisonné, un peu tout l'inverse de la crypto. Et au cours de cette année-là, on a décidé de partir. C'était un environnement qui ne nous plaisait pas et surtout à la suite de l'Inde, tu avais envie de repartir à l'aventure, d'aller chercher et de conquérir de nouveaux territoires. Et j'ai contacté un ami à moi de promo et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai passé un an en Inde. J'ai vu un développement incroyable sur les wine and spirit. Ma famille est originaire de Gevrey-Chambertin en Bourgogne, donc c'est un domaine que je connais vraiment très bien. Et je lui ai dit, écoute, voilà, il y a un marché à faire. On regarde, on essaie de se faire un petit business plan et on part. Et du coup, on a pris nos valises. On est parti en Inde. On est arrivé directement à New Delhi. Et on a voulu vendre du vin, tout simplement. Et ça a été 3 ans assez incroyables. Malheureusement, la société s'est terminée à la suite du Covid. Et je suis rentré en France en mars 2020. Donc, je faisais l'alternance entre la France et l'Inde. Et puis, j'avais pas de domicile fixe. Donc, je suis retourné chez mes parents. Hein. C'est des choses qui arrivent. Et mon père avait une société en informatique et électronique. Et j'ai commencé à travailler avec lui. C'était une société familiale. J'ai failli la reprendre. Et puis, il y a quelque chose que j'avais pas du tout planifié qui s'appelle la crypto. Et j'ai été piqué à ça. Et du coup, on a décidé d'être full-time. Toute l'équipe, on a eu pratiquement un parcours similaire avec des expériences entrepreneuriales. Merci beaucoup pour ta présentation. Écoute, alors effectivement, tu as déjà eu cette première expérience entrepreneuriale dans le domaine du vin. Ensuite, tu as eu le passage, on va dire, dans l'entreprise familiale. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment tu as découvert la crypto, mais aussi comment tu en es venu à justement lancer un projet et à devenir entrepreneur dans l'écosystème Web3 ? Ouais, bien sûr, c'est une très bonne question. Au début, quand on est arrivé là, il n'y avait aucune expectation vraiment sur l'aspect création de société. On arrivait vraiment par passion. On y passait du temps les week-ends et on le dit souvent, on vient tous d'un bull run. Et nous, en l'occurrence, on est arrivé vraiment sur l'essor de Binance, l'essor de la BSC. Et à cette époque-là, il y avait énormément de meme coins qui sont arrivés sur les différents marchés. Et ça, c'était surtout il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Il y avait des projets qui avaient une durée de vie relativement courte. Hein. Ça pouvait être 24 heures, 48 heures, une semaine. Lorsqu'on a créé réellement Bubble Maps, le MVP, on avait quelque chose de très simple. On voulait justement représenter les top holders d'un token sous forme de bulle. Chaque bulle était proportionnelle à son pourcentage détenu. Et là où il y avait vraiment la magie de Bubble Maps, on regardait tous les échanges qu'il y avait entre ces top holders. Donc ça pouvait être du BNB, ça pouvait être justement certains stablecoins, USDC, USDT ou le token natif en question. Et quand on a fait la release de ce MVP, il y a quelque chose qui nous a clairement dépassé. C'est-à-dire qu'on était là, encore une fois, comme je te l'ai dit, par passion, on y passait du temps les week-ends, un petit peu de temps la semaine. Il n'y avait aucune perspective. À aucun moment, on s'était dit, OK, on va créer une société, on va lever des fonds. On est vraiment arrivé là par passion. C'était vraiment l'une des seules choses
qui n'était pas planifié. Toutes les entreprises, enfin toutes les expériences entrepreneuriales que j'ai pu faire avant étaient vraiment calculées. Alors malheureusement, elles ont échoué, mais bien entendu, tu en ressors toujours grandi parce que tu en apprends énormément. Et lorsqu'on a fait le release du MVP il y a un peu plus de 2 ans, il y a eu une magie qui s'est passée. C'est-à-dire que les gens ont commencé à nous suivre sur les réseaux sociaux, on a commencé à créer des groupes, on a commencé à s'organiser. Il y a vraiment eu quelque chose d'incroyable qui s'est vraiment déroulé. Et un jour, il y a quelqu'un qui nous a contactés et qui nous a dit, écoutez, combien c'est pour être listé sur Bubble Maps? Je crée un token qui est légitime, j'ai envie d'être listé, c'est un audit dynamique de la supply. Comment on fait? Et dites-moi un prix. Et il y en a une, il y en a eu deux, il y en a eu trois. Et il y a eu vraiment quelque chose d'incroyable. On s'est dit, mais c'est pas possible, on tient quelque chose. Et on a reach pratiquement 500 à 600 listings au cours de 6 mois. On a commencé à faire du bruit. Et si tu veux, on s'est dit, c'est assez incroyable. Il se passe réellement quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'un projet Web3, ça demande énormément de temps. Une startup dans la tech, c'est vraiment colossal. Et moi, à cette époque-là, comme tu l'as dit, je travaillais dans l'entreprise de mon père. Et c'était une société familiale que je comptais peut-être reprendre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je me suis retrouvé vraiment devant un vrai cas de conscience sur est-ce que je continue l'entreprise familiale ou est-ce que je pars vraiment dans cette aventure assez incroyable qui est celle du Web3. C'est un écosystème fascinant. Alors, c'est sûr, c'est rempli de drama, mais j'ai vraiment été partagé. Et quand j'ai vu justement le potentiel de cet écosystème, le potentiel de Bubble Maps et le côté humain est toujours incroyable. Quand tu entreprends quelque chose, certes, le domaine est important, mais je veux dire, la personne, ou du moins les personnes avec qui tu entreprends ça change aussi absolument tout. Et quand j'ai réellement pris conscience de ce qu'on était réellement en train de construire, je me suis dit, OK, c'est bon. Je ne reprends pas la société familiale, je me mets full time sur Bubble Maps et on est parti comme ça. Bah écoute, en tout cas, bravo d'avoir fait ce choix et voilà, je pense de l'assumer et tout. J'imagine que ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais écoute, en tout cas, voilà, le projet est en plein boom, donc voilà, j'imagine que tu regrettes pas. Avant que tu nous parles peut-être plus précisément maintenant de Bubble Map, où vous en êtes aujourd'hui de vos actus, je voudrais qu'on revienne justement sur la jeunesse du projet. Je pense qu'il vous caractérise fortement, c'est ce côté visualisation, ce côté voilà très très agréable à regarder, très user friendly. Mais qu'est-ce qui fait au départ vraiment que vous avez dit tiens, on va essayer de faire un affichage dynamique d'un token, d'essayer de regarder le holder. Est-ce que vous, c'était pour répondre à une difficulté que vous aviez, je sais pas, un manque de data, de savoir un peu ce qui se passe vraiment sur, on va dire, la circulation d'une supply. Est-ce que vous vouliez suivre des tokens en particulier? Enfin voilà, c'est quoi un peu vraiment le point de départ qui fait que vous avez buildé ce MVP? Alors, c'est un très bon point. Vraiment, je dirais sur le MVP, ça a été le wallet splitting. Comme je te l'ai dit, sur l'essor de la BSC, il y a eu énormément de meme.com qui se sont créés. Et en fait, c'était toujours la même chose. C'était un team qui créait quelque chose qui avait 50, 60, 70% de la supply, c'était tout simplement énorme. Et ces gens-là, pour passer incognito, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du wallet splitting. Comme tu sais, dans la crypto, tu peux créer une multitude d'adresses, de wallets. Et du coup, ils mettaient 0,5% dans une multitude de wallets et c'était impossible de les tracer. À cette époque-là, il y avait uniquement des blocs Explorer, Etherscan, BSC Scan, et c'était très compliqué de voir l'interaction. Tu te retrouvais vraiment avec des millions de lignes. Tu pouvais uniquement voir les derniers transferts ou ceux qui détenaient de la crypto. Tu avais une liste de holders, mais c'était très compliqué à aller fouiller, à aller chercher. Et comment on en arrivait là? Alors déjà, l'aspect visuel, pour nous, ça a toujours été la clé. C'est très compliqué de comprendre la crypto, c'est quelque chose de pas palpable. On voit des transferts, quand tu vois les gens qui arrivent, mais ils sont complètement perdus. Qui détient quoi? C'est quoi un smart contract? C'est quoi un AMM avec les automated market makers? C'est très technique. Et on s'est dit comment on peut rendre simple de la manière, je veux dire, la plus ludique possible, c'est le visuel. Donc on est parti du principe que pour voir le wallet splitting, il fallait voir les interactions entre les holders. Et souvent, c'est les plus gros holders, c'est ceux qui détiennent le plus qui sont les plus importants à suivre. Quelqu'un qui détient $1 n'a aucun intérêt. Donc on s'est dit, OK, on part du principe qu'on va récupérer les plus gros top holders, donc le top 150, qu'on représente sous forme de bulle. Chaque bulle est proportionnelle à son pourcentage détenu. Et à chaque fois qu'il y a eu un transfert de BNB, donc c'était souvent le gas fee qu'on traquait, ou de stablecoin, ou du token natif en question, on vient créer un lien. Donc c'est-à-dire que les deux bulles se connectent et tu te retrouves sur une map avec énormément de clusters, donc le plus souvent symétrique, avec de très belles formes très colorées. On s'éloigne pas trop vraiment de l'aspect gamification. Les gens de la crypto sont des joueurs de e-sport, c'est vraiment un domaine qui est commun absolument à ça. Et quand on a commencé justement à release ça, le wallet splitting, c'était un monstre, c'était une arme Bubble Maps. On voyait absolument tout ce qui se passait en un claquement de secondes. Donc oui, il y a eu vraiment cet aspect viral qui a été dessiné via Bubble Maps. Et puis par la suite, c'est sûr que le projet s'est un peu plus construit et est devenu un peu plus professionnel. Mais vraiment, au début, c'était le wallet splitting.
Et vu qu'il y avait énormément d'utilisateurs sur les différentes blockchains qui étaient Ether et BSC, ça nous a fait un trafic tout simplement incroyable. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Ok, bah écoute, merci de nous avoir raconté la jeunesse du projet. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles un peu de l'actualité, mais aussi de votre vision. Vous avez levé 3 millions d'euros, de dollars, je ne sais plus exactement, récemment. Ouais, 3 millions d'euros, exactement. Yes. Et peut-être nous parler aussi de la vision que vous avez vendue aux investisseurs. Et aujourd'hui, Bubble Map, c'est quoi et qu'est-ce que ce sera demain, quoi? Alors, comment on en est arrivé à lever? Ça a été aussi quand même un parcours du combattant. Comme tu le sais, en 2023, lever des fonds, ça a été très dur. Mais on a eu la chance de faire les choses légèrement différemment. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque. Et quand Bubble Maps est arrivé, on en a vu tout de suite la limite. C'est-à-dire que sans moyens pour pouvoir vraiment build une nouvelle infrastructure, c'était compliqué. Donc, le seul moyen de nous faire encore plus connaître et de gagner en légitimité, c'était de faire du marketing. Et encore une fois, on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, comment on fait du marketing organique qui a une vraie valeur? On travaille sur un réseau social qui s'appelle Twitter. Et on s'est dit, plutôt que de poster des choses sur voici la nouvelle feature du produit, voici de nouvelles fonctionnalités qui ne marchent absolument pas, les gens ne s'intéressent pas du tout à ça. On a essayé de trouver justement des histoires à raconter à travers des threads. Donc, comme tu le sais, l'univers de la crypto regorge de drama, de scams, de manipulation de marché. Et le gros avantage de la data on-chain, c'est qu'on peut voir exactement tout ce qui se passe sur les différentes blockchains publiques, on y reviendra après, mais on peut suivre tous les sujets d'actualité. C'est-à-dire que s'il y a un scam sur quelque chose, sur un token en particulier, on s'y engouffre tout de suite. On regarde ce qui s'est passé, on fait l'histoire de ce scam, et bien entendu, on utilise Bubble Maps pour faire cette analyse forensique, justement. Et quand on a commencé à publier ces threads, on avait environ 5, 10 000, 15 000 followers sur Twitter, et on a commencé à reach énormément, à faire beaucoup de vues, et aujourd'hui, on en arrivait presque à 93 000 followers. Et en fait, sur toute cette phase de croissance, on a fait, comme je te l'ai dit, beaucoup d'audience, on a gagné en légitimité, et ça a intéressé justement des fonds d'investissement. Il y a l'un des plus gros threads qu'on a fait sur Uniswap, donc le token Uniswap, qui a été un projet qui a mis en place justement les AMM, les Automated Market Makers, qui a créé le token Uni, qui est un token de gouvernance. Et on s'est rendu compte justement, on avait vu un très très beau cluster, très coloré, vraiment magnifique sur la map, qui était un wallet central qui avait envoyé justement 0,25% de la supply à 9 autres wallets. Vraiment pratiquement avec une temporalité très proche. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Donc on a commencé à creuser, et en fait on s'est rendu compte que le wallet central était Andreessen Horowitz, A16Z, l'un des fonds d'investissement américains les plus connus, enfin du moins qui investit énormément dans les projets crypto et les protocoles décentralisés. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Eux avaient investi en private sale, il y a juste avant le lancement du token. Et en gros, ils détenaient énormément de jetons. Et plutôt que de dire, OK, on est une seule grosse bulle et on peut valider justement le quorum, parce qu'en fait, le protocole de gouvernance d'Uniswap est de 4%, on va splitter ça en plein de wallets qui détiennent chacun 0,25% de la supply, et on va déléguer les droits de vote à des gens qui sont plus à même justement de prendre ces décisions. Donc ça peut être l'Université du Michigan, l'Université de Chicago. Donc eux restent toujours propriétaires justement des tokens, mais tout ce qui est délégation et droit de vote a été donné à des tiers. Donc du coup, l'histoire se finit bien, on fait vraiment un magnifique thread, on se fait retweeter par CZ, l'ancien CEO de Binance, et on atteint plus d'1,5 million de vues sur un tweet de data on-chain. Clairement, c'est un marché tellement niche, et reach autant de vues, c'est vraiment incroyable. Enfin, du moins pour nous, c'était vraiment des plus beaux jours de notre vie. Et on s'est fait contacter par énormément de fonds d'investissement à la suite de ça. Des fonds asiatiques, des fonds européens, pays du Golfe, américains, qui nous ont dit, mais attendez, c'est incroyable ce que vous êtes en train de build, il faut absolument qu'on en parle un peu plus. Et du coup, c'est vraiment là qu'on s'est dit, OK, il y a des fonds qui nous contactent, on peut lever des fonds, et on a mis en place justement toute cette stratégie, la réalisation de deck, rentrer en contact avec des cabinets d'avocats justement pour faire une levée en equity sur notre société, sur nos headquarters à Paris. Et de fil en aiguille, tout s'est professionnalisé, on a levé des fonds et on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Et j'ai une question, alors ça va être une question fermée, désolé, mais est-ce que tu dirais que vous faites peur aujourd'hui au projet Web3 avec la machine de guerre que vous avez montée là? Alors c'est un très bon point. Aujourd'hui, on dénonce, on a un point de vue, mais c'est énormément des scams. Et en fait, on a remarqué une chose, c'est que justement, tous ces créateurs de projets qui faisaient des rugs, qui toujours scammy, ont par moment aussi des fois modifié leur façon de faire. Par exemple, je vais te prendre le cas de Shiba, qui est l'un des plus gros tokens sur Ether. Et un jour, on s'est rendu compte justement qu'il y avait des millions de dollars qui étaient détenus par une personne, et on a tout de suite vu que c'était justement l'un des cofondateurs de Shiba. Et figure-toi qu'on a fait ce thread, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait justement différents transferts pour passer inaperçu sur la map,
pour essayer de se cacher. Alors bien entendu, on l'a suivi. Et derrière, il nous a envoyé un message sur Twitter en nous disant: «Écoutez les gars, c'est mes wallets, j'ai envie de passer inaperçu, veuillez cacher absolument tous mes wallets, c'est très compliqué pour moi». Alors bien entendu, comme tu le sais, on n'a strictement rien fait. On a laissé comme ça, mais aujourd'hui, c'est sûr que de pouvoir visualiser ce qui se passe sur la distribution des wallets, sur l'analyse comportementale lors d'un lancement de Satoshi VM que je t'expliquerai par la suite, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui se sont dit: «Ah oui, là, si on fait ça, on va être vu par Bubble Maps, donc il faut vraiment qu'on entreprenne les choses de manière différente». Donc oui, j'ai envie de répondre oui à cette question. Ok, bah merci pour la réponse claire. Maintenant, si on va un petit peu sur voilà sur les chiffres clés de bah voilà de Bubble Maps, est-ce que tu peux nous donner un peu les highlights? Je sais pas le nombre de clients que vous avez, le nombre de chaînes que vous supportez, tu vois je sais pas le nombre d'analyses ou de wallets voilà qui sont analysés tous les jours ou toutes les semaines. Enfin voilà un peu les chiffres pour qu'on ait une idée du potentiel. Bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, il y a eu énormément de modifications sur Bubble Map. Déjà, premièrement, l'outil s'est professionnalisé et il y a des choses qu'on n'avait pas pensées, du moins à l'heure d'aujourd'hui, c'est que certaines institutions, certaines instances, au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers mois, qui nous ont dit, voilà, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de souveraineté nationale, il y a peu d'outils d'analyse on-chain et on a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Il y a 3 piliers aujourd'hui où la France essaye de faire attention, qui sont la mécanique quantique, l'IA et la blockchain. Ces 3 pôles, l'État essaye de faire attention, d'aider justement ces entreprises-là et voir justement les synergies qui sont possibles. Donc aujourd'hui, vraiment, l'axe de Bubble Maps, c'est d'être un outil d'analyse et de visualisation de data on-chain qui va pouvoir faire aussi du KYT, donc le Know You Transaction, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant, sur vraiment des organisations d'État liées à la police judiciaire, liées à la gendarmerie, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un axe qu'on souhaite pousser qui est très, très intéressant. Et si on doit l'englober, ça reste la cybercriminalité. Donc ça, c'est vraiment l'aspect B2B. Ensuite, l'aspect B2C, aujourd'hui, on est une plateforme qui draine environ 300 à 350 000 utilisateurs uniques par mois, ce qui est déjà très bien. La Bubble Maps V2 va justement apporter je l'espère, beaucoup plus d'utilisateurs parce qu'on est en train de construire tout simplement quelque chose d'incroyable. Mais pour l'instant, on ne monétise pas ces utilisateurs parce que on est vraiment focalisé sur construire le produit de demain et on verra par la suite s'il y a différents modèles d'abonnement SaaS qui peuvent vraiment correspondre à ce marché. Donc on a vraiment, comme je t'ai dit, 2 segments, le B2B qui est en cours de construction, le B2C où on attend de reach un nombre d'utilisateurs un peu plus important, mais ça reste vraiment les 2 axes qu'on travaille au sein de Bubble Maps. Et j'avais une question aussi sur finalement votre environnement concurrentiel. Il y a forcément un énorme compétiteur mondial qui s'appelle Chain Analysis. Est-ce que tu peux nous dire aussi Absolument. rapidement en quoi vous vous différenciez de ce qu'ils font et voilà, si tu peux me dire Ouais, c'est quelque un très chose. bon point. Alors Chainalysis, tout simplement, c'est un monstre. C'est vraiment le Amazon et nous, on est vraiment le libraire du coin. Chainalysis est très fort sur tout ce qui est off-chain. C'est-à-dire que aux 4 coins du monde, tu peux te retrouver avec des ATM, c'est-à-dire des endroits où tu peux déposer du liquide et recevoir du Bitcoin. Ou inversement, on appelle ça le on-ramp ou le off-ramp. Et toutes ces machines-là possèdent justement des adresses. C'est-à-dire que quand tu reçois par exemple du Bitcoin d'un ATM, tu le reçois forcément d'une machine et du moins d'une adresse derrière. Et Chainalysis va être très, très fort pour savoir justement à quoi correspond cette adresse. Est-ce que c'est un ATM? Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est un groupe de hackers, tu vois, comme Lazarus Group en Corée du Nord? Et nous, clairement, on est plus on-chain que off-chain parce que l'off-chain, ça demande des ressources très lourdes. Il faut être un monstre tout simplement. C'est des boîtes qui ont levé 500-600 millions, qui sont valorisées plusieurs milliards. Ils ont vraiment une capacité de terrain. Et nous, on a pris le pari de travailler de 1 la visualisation et que sur des datas on-chain. Alors oui, certaines adresses vont être labellisées parce que c'est indispensable. Quand tu te retrouves avec une map avec 500 wallets, 1000 wallets, c'est toujours intéressant de voir, ah bah ce wallet-là, c'est Binance, c'est une deposit adresse, ou c'est un hot wallet, ou c'est OKEx, MEX, Disperse, etc. Donc aujourd'hui, on a 2 propositions de valeur qui sont quand même relativement différentes. À la fin, c'est sûr que le but, c'est de faire aussi du KYT, c'est-à-dire vraiment de faire de l'analyse. Mais encore une fois, le visuel reste le mot d'ordre de Bubble Maps et ça reste vraiment notre priorité. Et donc, on l'espère être le meilleur sur ce segment parce que si toutes les ressources allouées sont dessus, ça nous permet justement d'être différents sur ce sujet.
Alors justement, avec toutes les analyses que vous avez déjà faites, tu vois, notamment les threads Twitter que vous avez pu faire, voilà, quand on va dire eu un large succès, comme par exemple Uniswap, celui sur Shiba, mais aussi celui sur Satoshi VM. Satoshi, Est-ce que absolument. toi, il y a quelque chose que tu pourrais recommander à des fondateurs de projets Web3 sur, tu vois, une bonne gestion et une transparence sur les tokenomics? Voilà, est-ce qu'il y a des bonnes practices, des best practices voilà, à mettre en avant que toi tu recommanderais justement à Ouais, des bien sûr. fondateurs? Alors, juste 2 mots sur Satoshi VM, parce que ça a été vraiment l'une des plus belles enquêtes. Je vais être rapide dessus, Romain, t'inquiète pas. Alors Satoshi VM, c'est un token qui s'est créé il y a très peu de temps, un token sur Ether. À la base, c'était un ZK Rollup BTC compatible VM. Bon, déjà, c'est une gymnastique algorithmique, personne ne comprend réellement ce que c'est, et c'est pratiquement impossible. Alors, je n'ai pas l'expertise et les compétences pour t'affirmer si c'est possible ou non, mais du moins, c'est ce que j'ai entendu auprès vraiment d'experts. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens qui connaissent très très bien ce marché-là, et qui ont contacté les 250 plus gros influenceurs sur cet écosystème. Et qui leur ont dit, voilà, on lance ce projet, on a besoin de marketing, est-ce que vous pouvez nous aider? Et ces gens-là, bien entendu, ont parlé de Satoshi VM sur une time frame très très courte, 2-3 jours. On a vu énormément de tweets là-dessus sur Twitter. Et ces gens-là ont réussi à faire 250 millions de dollars de volume sur des DEX au cours des premiers jours de lancement. Mais c'est stratosphérique, clairement stratosphérique. Et avec Bubble Maps, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait un IDO contract qui a été créé par Satoshi VM qui a envoyé du token le jour du listing. Donc il y avait un TGE, un Token Generation Event qui était tout simplement incroyable. Donc une tokenomics, du coup, pour le coup, qui était négative et néfaste au projet. Et ces gens-là ont reçu énormément de tokens. Et bien entendu, si le token avait fait x100, x200, x500, bah, les gens ont vendu. C'est logique, c'est le business. Enfin, du moins, les influenceurs ont vendu. Et ensuite, on est arrivé dans cette continuité. On a vu aussi que ce n'était pas non plus les influenceurs les plus gros gagnants, mais les snipers. On a vu des gens dépenser 300 000 dollars de gas fee pour passer vraiment premier et snipe le projet. Ensuite, on arrive sur la team qui a fait certaines manipulations, qui a vendu entre 2 et 3 millions, pour arriver sur un launchpad qui s'appelle Ape Terminal, qui pour le coup a fait vraiment un scam monumental. Il devait redistribuer 100 IDO winners, donc c'est-à-dire ils avaient reçu de la supply de Satoshi VM et ils devaient redistribuer ça à des gagnants qui ont investi sur cette plateforme. Et il n'y a pas eu 100 gagnants, il n'y a eu que 10 gagnants, et on a analysé les 10 wallets gagnants qu'on a vu avec un disperse, mais on s'est dit, mais comment ils ont pu faire une erreur aussi monumentale? Ils savaient très bien qu'il y avait des outils d'analyse on-chain qui pouvaient justement scruter ça. Et en fait, on s'est rendu compte que les 10 wallets étaient les 10 wallets d'Ape Terminal. Et là, on a fait un thread avec une histoire, et vraiment, je vous conseille d'aller voir ce thread-là qui est tout simplement incroyable. Donc, pour revenir sur ta question des tokenomics, une bonne tokenomics ne va pas te permettre de réussir ton projet. Il va juste éviter, justement, de le flinguer. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, la seule chose qui va faire que ton projet fonctionne, alors bien entendu, si tu mets 90% pour la team et 5% pour les investisseurs, c'est clairement une tokenomics qui ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, que tu mettes 10% sur la team, 11% sur la team, ou 5% liquidité, 6% liquidité, si tu veux, c'est pas ça qui va vraiment faire que ton projet va marcher ou non. Ça permet juste d'éviter que tu le crashes. Donc, sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, sur toutes les personnes qui souhaitent réellement lancer un projet Web3 via un token, parce qu'en fait, c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui. Lancer un token via un projet, il faut lui trouver une utilité, il faut travailler avec des centralized exchanges, donc avec des plages justement où tu peux vendre. Est-ce que tu es full DEX? Est-ce que tu es full SEX? Il y a énormément de composantes. Mais pour revenir sur la tokenomics, c'est un point sur lequel il faut faire très important, surtout sur le release des tokens au cours du temps. Donc il y a des gens aujourd'hui, par exemple, qui vont faire un TGE relativement faible, par exemple 5 ou 10% de la supply, qui va être tout de suite release le jour du lancement. Donc il y a certaines personnes qui vont peut-être recevoir des tokens, qui sont capables de les vendre, mais il ne faut pas que tu fasses une trop grosse pression vendeuse. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose à avoir linéaire sur le temps et qui est en relation avec ton projet. Tu as des monstres aujourd'hui, tu vois, des projets comme Starknet, Arkham, etc. Des fois, tu peux avoir des cliffs d'1 an et puis des vestings de 24 sur 36 mois parce que c'est des gens vraiment qui croient au projet et il y a un fondamental derrière. Yes, bah écoute, merci pour ces précisions. Alors peut-être ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles un peu du métier que tu exerces. Aujourd'hui, tu es CEO chez Bubble Maps. J'aime bien, voilà, enfin, à travers le podcast aussi, qu'on découvre voilà, les différents métiers du Web3, même si COO, je pense que c'est une appellation générique dans le monde des startups Clairement. et qui peut revêtir des fonctions différentes en fonction on va dire, du domaine dans lequel on travaille. Mais toi, voilà, comment tu décrirais ton job au quotidien et ton impact sur Bubble Map en tant que COO? Alors, je vais juste refaire le petit parallèle par rapport à mon expérience en Inde. Parce que pour moi, aujourd'hui, créer une société en France dans la crypto,
c'est proche de créer une société en Inde. C'est quelque chose de très compliqué où rien que le fait d'ouvrir un compte bancaire, c'est déjà un exploit. Quand tu travailles dans le monde de la crypto et que tu contactes certaines institutions, elles vont dire mais attendez, vous faites quoi? C'est quoi votre domaine d'activité? Je travaille dans la crypto. Ah bah non, écoutez, c'est pas possible, contactez notre banque. Déjà rien que ça, c'était déjà une étape qui était très dure à finaliser. Et ça m'a rappelé l'Inde, parce que ça a été vraiment le parcours du combattant sur absolument tout. Donc aujourd'hui, un domaine qui me passionne réellement, du moins le domaine dans lequel j'évolue aujourd'hui, surtout sur le poste de CEO, ça va être tout ce qui va être regulatory, compliance. Sur une boîte crypto, c'est vraiment essentiel. Quand tu vois aujourd'hui, tu as des boîtes où des fois 50% du staff, c'est regulatory compliance. Ensuite, il y a toute la gestion opérationnelle de la société, donc ça peut être les embauches, les salaires, les flux financiers, donc c'est aussi un job un peu plus de CFO des fois par moment que COO. Et ça reste aussi une startup. Donc tu touches un peu à tout, c'est-à-dire qu'il y a la création du produit qu'on fait en commun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Nico, on est souvent sur le terrain, on rencontre des organismes d'État, on rencontre des institutions financières, la police, la gendarmerie, et ces gens-là nous disent, bah voilà, on aimerait développer telle et telle features, et derrière, après, on essaye de réfléchir à comment on pourrait intégrer ça, et on fait ça en relation justement avec Léo, notre CTO, qui va nous dire, non, attendez les gars, asseyez-vous, on va commencer par ça, on va faire ci, ça va prendre 2 mois de développement, ça 3 mois de développement, donc on a une roadmap produit qui est très cadrée aujourd'hui justement sur 2024 et début 2025. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu des fois des postes un peu à tout faire où tu es chahuté à droite, à gauche, mais si on devrait vraiment définir ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment l'opérationnel, la gestion des flux financiers au sein de Bubble Maps, avec le développement B2B au sein des institutions. Top. Bah écoute, comme ça on en saura plus sur ce job de CEO. Ça passe très vite comme d'hab. Écoute, on est déjà à la dernière question du podcast, qui est pas la plus simple, mais voilà, si tu avais une feuille blanche et un crayon et que tu pouvais me dessiner ton Web3 idéal dans 10 ans, Oula. tu aimerais qu'il ressemble à quoi? Ouais, alors moi, c'est une très très bonne question, très compliquée. Alors aujourd'hui, il y a vraiment 2 mondes dans la crypto. C'est sûr qu'il y a BTC, qui est vraiment, la locomotive, qui est une monnaie confiance, qui est vraiment pour nous l'or numérique. C'est sûr, c'est pas quelque chose de scalable, mais c'est vraiment un point d'entrée où les gens commencent à avoir de plus en plus confiance, surtout auprès des institutionnels. On a vu justement l'approbation des ETF. Donc sur Bitcoin, je m'inquiète pas vraiment. Je pense que ça va être quelque chose qui va être utilisé, qui va être vraiment utilisé au même titre que l'or numérique. Ce qui me fait un peu peur, c'est un peu la centralisation des ETF, parce que je pense qu'il y aura vraiment des monstres comme BlackRock qui risquent d'engloutir une grosse part du marché. Mais bon, on verra bien sur la suite. Et après, il y a la DeFi. Alors la DeFi, c'est un monde sur lequel on évolue un peu plus que le reste, parce que Bubble Maps, justement, traque les tokens et les collections de NFT qui sont développés sur différents écosystèmes, qui peuvent être Ethereum, Binance, Polygon, etc. Aujourd'hui, la crypto a mis en évidence énormément de failles qui sont liées à Internet. Et aujourd'hui, les hackers peuvent tout simplement dérober 50, 100 millions, 200 millions sur certains hacks, sur certaines failles, sur différents protocoles. Donc aujourd'hui, on est clairement à un clic de tout perdre. C'est très compliqué d'évoluer dans la DeFi. Et c'est sûr qu'on n'aura jamais une mass adoption si on reste comme ça aujourd'hui. Tu peux pas demander à tes parents, à ta grand-mère d'utiliser MetaMask, ensuite de se connecter sur différents sites Web3, etc. Parce que clairement, aujourd'hui, c'est un terrain miné. C'est vraiment très dangereux. Et nous, qui évoluons dans ce domaine, on fait, mais tu peux même pas t'imaginer à quel point on fait attention. Donc, il y a énormément de choses, il y a énormément de fondations aujourd'hui. Il y a des super projets qui sont en train de créer l'écosystème de demain. Et sur 10 ans, je pense que, certes, on aura beaucoup plus d'adoption qu'aujourd'hui, mais ça va être vraiment une adoption qui va être cachée. Et si on veut vraiment qu'un plus grand nombre utilise la crypto, c'est des gens qui n'auront même pas conscience que la crypto sera utilisée. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Après, ce qu'on voit sur l'écosystème, sur des gens qui utilisent un peu plus la crypto, par exemple, il y a des projets comme, je sais pas, Spyco, c'est des gens qu'on connaît bien, qui sont à Paris, qui tokenisent justement du T-bills américain, du bon de trésor américain. Et je trouve que la crypto apporte justement cette accessibilité beaucoup plus simple que des fois contacter une institution, déposer tel ou tel papier, finaliser un compte, transférer l'argent. Je trouve que la crypto est vraiment un moyen d'accès simple des fois à certaines choses, et c'est en train vraiment de le montrer aujourd'hui avec le Real World Asset. Alors le Real World Asset, c'est vraiment la nouvelle narrative aujourd'hui, mais il existe déjà depuis longtemps. Un USDC et un USDT est déjà un Real World Asset. Et les Américains se sont rendus compte de ça au cours de ces derniers temps sur le fait que jamais autant d'Européens, jamais autant de personnes en Asie, en Afrique détenaient justement du dollar américain. Et le Real World Asset est clairement une preuve que l'accessibilité des fois à certaines choses peut être aidé justement via la crypto. Donc en fait, voilà, je scinde un peu ça comme ça.
Bah écoute, super, merci pour ta vision. Tu vois que la question n'était pas si difficile que ça, puisque voilà, tu nous as amené des angles hyper intéressants. Donc écoute, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps et d'avoir pris le micro pour Behind the Chain. Je suis super content qu'on ait pu faire cet épisode ensemble et voilà présenter ton parcours de builder et bien entendu l'épopée assez incroyable de Bubble Maps. Écoute, bien entendu, on mettra les liens des threads qu'on a évoqués, celui sur Uniswap, Shiba, Satoshi VM, on les mettra dans le descriptif du podcast pour ceux qui veulent diguer et aller un peu plus loin sur les analyses pointues que vous avez pu faire. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure et dire un petit mot aux auditeurs. Bah, tout d'abord, merci Romain pour cette invitation. C'est toujours un réel plaisir de parler de l'écosystème, de parler Web3 et puis de parler aussi Bubble Maps. C'est quelque chose qui nous fait vibrer déjà depuis 2 ans. C'est une aventure humaine, une aventure entrepreneuriale tout simplement incroyable. Si certaines personnes sont réellement intéressées par vraiment rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur de l'analyse on-chain, qui est vraiment quelque chose de niche, quelque chose de spécifique, je les invite réellement à aller voir sur notre Twitter. C'est vraiment là que tout se passe, où on publie régulièrement des threads sous forme un peu d'histoire, où on met en avant justement Bubble Maps. Et c'est vraiment un moyen de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'est une adresse, comment opèrent justement les différents scammers, sur quel point il faut faire attention. Donc voilà, je conclurai là-dessus. Merci encore Arnaud et à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.